Okay, let's go. Okay, let's go. Storybox Audio. Audio. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission sportive, la ligne médiane sur la Star 5 TV. Et ce soir dans ce studio, je me fais accompagner par un confrère, Ousmane Keita. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Souma. En forme? En forme comme toujours. Dieu merci, Dieu merci. Et dans cette nouvelle émission de la ligne médiane, on va parler de la Coupe du Monde, de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra dans 3 différents pays, à savoir les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et dans la deuxième partie, on va parler du mercato, surtout le mercato du Paris Saint-Germain. Alors, mesdames et messieurs, la ligne médiane, c'est parti juste après ceci. Encore une fois, ravi de vous retrouver dans cette première partie de la ligne médiane. Alors, Ousmane, que pensez-vous de cette nouvelle réforme de la Coupe du Monde qui se tiendra en 2026 du côté des États-Unis, le Mexique et avec le Canada? Souma, il faut savoir que la FIFA a décidé que la Coupe du Monde 2026 doit d'abord se tenir dans 3 pays différents, chose qui ne s'est jamais fait au passé. Et il y a aussi eu ce changement. Au lieu que ça ne soit maintenant 32 équipes comme nous avions l'habitude de voir, elle a décidé au fait que ce soit maintenant 48 équipes qui vont participer à cette fête du football mondial. À cette fête du football mondial. Pensez-vous que c'est une bonne solution? Oh oui, je dirais, notamment dans la zone africaine, je dirais que c'est une bonne solution parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la zone africaine, il n'y a que 5 pays qui participaient à la Coupe du Monde. Oui. Et cette fois-ci, avec cette réforme, les équipes africaines peuvent participer jusqu'à 9 ou 10 équipes dans la zone africaine. Donc, c'est une bonne chose et j'apprécie bien. Mais quand même, c'est un peu difficile vu que cette Coupe du Monde va se jouer dans 3 pays différents. Oui, comme je l'avais signalé, c'est bien ça, 3 pays différents. Ça va être vraiment une fête grandiose et une organisation de taille, je vais dire par là, parce que faire une Coupe du Monde dans 3 pays différents, ça va être vraiment quelque chose de grand, mais on souhaite que ça se passe dans de bonnes conditions. Et il faut aussi rappeler que dans la zone africaine, il y a eu ce tirage le jeudi dernier du côté de la Côte d'Ivoire, où il y a eu le tirage de la zone africaine avec 9 poules, je vais dire, de 6 équipes de chaque côté. Et donc, si vous le rappelez,
vous le permettez, on va aller rapidement, comment dirais-je, signaler ces équipes qui ont été qualifiées dans cette Coupe du Monde, dans ce tirage au sort, par exemple. Oui, dans le groupe A, nous avions par exemple l'Égypte qui va faire face au Burkina Faso, à la Guinée-Bissau, au Sierra Leone, à l'Éthiopie et au Djibouti. Dans le groupe B, vous aviez le Sénégal qui est champion en titre africaine. Vous aviez aussi le Congo, RDC, vous avez la Mauritanie, vous avez le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Et il faut rappeler que c'est vraiment, dans cette poule, ça va beaucoup charmer parce que les deux Soudans vont vraiment se donner à fond parce que vous savez déjà la rivalité entre ces deux pays. Et dans le groupe C, vous avez le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda et le Lesotho. Dans le groupe D, vous avez le Cameroun qui a pas mal montré sa capacité lors de la Coupe du Monde dernier, en battant bien évidemment le Brésil. Vous aviez aussi le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, l'Estonie et les îles Maurice. Et dans le groupe E, vous aviez le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie, le Niger et l'Érythrée. Dans le groupe F, vous avez la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Dans le groupe G, le groupe notamment de notre pays, la Guinée, vous aviez l'Algérie qui est en tête, la Guinée le deuxième, vous avez l'Ouganda, la Mozambique, le Zimbabwe et la Somalie. Dans le groupe H, vous avez la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Libéria, le Sao Tomé. Et dans le groupe dans le groupe I, pardon, je vais dire le dernier groupe. Vous avez le Mali, mais chose surprenante, nous voyons ici le Ghana en deuxième position et on va en débattre prochainement. Vous avez le Madagascar, la Centrafrique, les Comores et le Tchad. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tous ces 54 pays africains qui sont représentés dans ces tirages. Donc, si je comprends bien, on a 9 poules et ce sont les 9 premiers qui seront qualifiés pour cette Coupe du Monde, n'est-ce pas? Oui, justement. Et maintenant, concernant la 10e place, comment ça va se jouer un peu? Oui, justement, il faut savoir, comme vous avez bien signalé, il y a 9 poules. Donc, les 9 premiers d'office de chaque poule seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Et maintenant, la zone africaine pourrait avoir une 10e équipe. Et cette 10e équipe pourrait se qualifier selon le circuit que je vais bien évidemment expliquer tout à l'heure. Il s'agit d'abord des 4 premiers, des 4 meilleurs, meilleurs deuxièmes de chaque poule. C'est-à-dire les 4 meilleurs deuxièmes au total qui vont faire un mini tournoi. Et le premier de ce tournoi va se hisser à un tournoi intercontinental entre l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique centrale. Et dans ce cas aussi, après ce mini tournoi, les deux premiers de ce tournoi vont se hisser ici directement en tant que 10e, soit du côté africain ou du côté des autres continents, pour participer à la Coupe du Monde 2026. Et nous espérons que ça soit une équipe africaine. Nous espérons que ça soit quand même une équipe africaine. Mais là, ça s'annonce quand même très difficile. Oui, ça s'annonce très difficile, vu d'abord le deuxième de chaque pôle. Vous avez par exemple le Ghana, qui a selon le tirage quand même, c'est le deuxième. Vous avez la Guinée. Exactement, la Guinée aussi, selon le tirage quand même. Et vous avez l'Afrique du Sud. Donc, il y a pas mal de bonnes équipes qui peuvent quand même postuler quand même pour cette deuxième place. Et ça va vraiment charder. Il faut beaucoup charbonner pour pouvoir accrocher ce deuxième. Là, on va s'intéresser un peu à la Guinée qui est dans le groupe G avec l'Algérie, l'Angola, la Mozambique et la Somalie. Exactement. Alors, qu'en pensez-vous de ce groupe-là? Je dirais que l'Algérie est favori. Il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire les choses. Oui, je dirais que l'Algérie est favori. Donc, vous pensez quand même que l'Algérie peut être quand même premier de Oui, et même le tirage le montre sur papier, c'est déjà clair que l'Algérie est favori. J'en viens, c'est mon pays, c'est bien la Guinée, mais il faut se dire les choses telles qu'elles sont. L'Algérie est favori, mais la Guinée aussi doit rêver. La Guinée a ses armes. Et c'est à la Guinée de montrer ici vraiment qu'elle peut faire quelque chose pour pouvoir être qualifiée en tant que premier. Mais si vous dites que quand même la Guinée doit rêver, c'est un peu trop dit. Parce que là, on ne va pas seulement sur le terrain pour rêver. On parle pour gagner. Donc, positionner quand même l'Algérie à la tête de ce groupe quand même. C'est trop dit quand même. Parce que dans le football, tout peut arriver. Souvent, je suis bien d'accord avec toi. On dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de petites équipes, mais il faut savoir qu'il y a des équipes qui
qui n'ont pas le même niveau, franchement, par là. L'Algérie est un niveau un peu au-dessus de la Guinée. L'Algérie est un peu au-dessus de la Guinée, mais cela ne veut pas dire que la Guinée ne peut pas faire l'affaire. C'est à la Guinée de rêver, de montrer à la face du monde qu'elle peut faire quelque chose en battant l'Algérie et les autres équipes pour être premier de son groupe. Ah bon? Oui. Ok. Et parce qu'avec les autres équipes, je dirais que la Guinée aussi est au-dessus des autres équipes. Quand vous prenez la Somalie, l'Ouganda et la Mozambique, le Botswana, donc il n'y a pas match entre ces pays et la Guinée, mais avec l'Algérie, ça va beaucoup faire parler. Ça va beaucoup faire parler, mesdames et messieurs. C'est ainsi. Enfin, quand même, notre première partie de cette émission, La Ligne Médiane. On se retrouve dans une seconde partie, juste après nos obligations publicitaires. Okay, let's go. Okay, let's go. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette seconde partie de notre émission La Ligne Médiane. Et dans cette seconde partie, on va s'intéresser à cette fenêtre de mercato qui s'est ouverte du côté de l'Europe, mais plus précisément du côté de la France avec ce club français, le PSG. Alors, Ousmane, qu'en pensez-vous du mercato du PSG? Ouais, je rappelle quand même que le PSG vient de se séparer de son ancien entraîneur comme d'habitude, mais là il vient de s'offrir les services de lui, Enrique, qu'on connaît du côté du Barcelone, car il a été quand même l'un des grands partisans de l'épopée de 2015. Oui. Souvent c'est bien, il faut le rappeler que le PSG veut faire un mercato extraordinaire. Déjà, il y a eu quelques départs au sein du PSG, quelques rumeurs de départ également. Comme vous le savez, il y a Lionel Messi, le plus grand joueur du football mondial. Ah bon? Ah oui, bien sûr, je l'assume. Mais et Cristiano Ronaldo? Non, mais il n'y a pas de débat. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat aujourd'hui. Non. Quand vous dites quand même à l'antenne que Lionel Messi est le plus grand joueur du monde, ça c'est mon opinion personnelle et je l'assume. Je l'assume, j'ai mes arguments et je ne veux pas qu'on rentre dans ce débat. Messi est le plus grand joueur du football mondial. Ah bon? Oui. Ok, on avance alors. Voilà, qui est parti du côté des USA. Il y a aussi Sergio Ramos qui est parti, mais il y a aussi le coach Christophe Galtier qui est aussi parti. Donc le PSG s'est offert les services de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, il ne faut pas oublier, qui a offert la dernière Ligue des Champions à FC Barcelone en 2015. 2015, exactement. Et aussi, on se souvient de son passage à la tête de la sélection espagnole. Oui, lors de la Coupe. Avec ce football très offensif. Oui, justement, et il faut rappeler également que c'est un peu l'ADN de ce coach, c'est l'offensive. Il aime des joueurs qui sont offensifs, et même dans l'une de ses interviews, il a dit qu'il veut des joueurs offensifs pour pouvoir, n'est-ce pas, agresser la défense adverse. Et c'est bien que le PSG rêve toujours de gagner la Ligue des Champions. Et c'est pourquoi chaque année, il faut des renouvellements. Mais moi, je suis parfois contre ça parce que si vous faites tout le temps des changements, il faut donner le temps, par exemple, au coach de construire une équipe. Une équipe, ça ne se construit pas en un seul jour ou en une seule saison. Vous avez vu le cas de Pep Guardiola avec Manchester United. Il y a eu plus de 2 milliards. Avec Manchester City, pardon, je voulais dire. Il y a eu plus de 2 milliards de dépenses qu'il a eu à effectuer durant ces 4 dernières années. Et ça a payé au fin du compte. Donc, il faut donner le temps. Il ne faut pas parfois tout le temps changer. Et à la fin, c'est ça un peu le problème du PSG. Alors, on a quand même écouté le président du PSG quand même qui a souligné quand même une partie très très essentielle, que maintenant il voudrait prendre du plaisir à regarder son club jouer au foot. Croyez-vous vraiment à cela? Je ne crois pas à cela. C'est juste c'est pour juste camoufler
l'idée selon laquelle ils veulent gagner la Ligue des Champions parce que pour quand même gagner la Ligue des Champions, il faut avoir une base très solide. C'est ça, je veux signaler. Si c'est pour se faire plaisir, ils se font plaisir tout le temps parce que déjà ils ont une équipe qui ne fait que gagner tout le temps le championnat français. Mais le but principal du PSG, il faut pas se voiler la face, il faut se dire la vérité, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et c'est pourquoi tout le temps il y a eu ce changement. Même l'arrivée de Lionel Messi, de Sergio Ramos et de Donnarumma, tous ces grands joueurs, c'était pour le même objectif. Gagner la Ligue des Champions. Donc s'il parle de plaisir, moi je comprends pas de quel plaisir il fait allusion. Plaisir de les garder quand même, ces joueurs quand même, jouer avec la possession. C'est de prendre du plaisir. Si c'est ça, vous appelez plaisir, le Barça serait alors la meilleure équipe au monde. Parce que c'est la seule équipe au monde qui peut faire jouer plus d'une quinzaine de minutes avec le ballon sous les pieds. Mais c'est pas ça. L'objectif c'est quoi? C'est de se hisser haut et de gagner des trophées. Et étant donné qu'ils gagnent tout le temps des trophées au sein de leur pays, ils veulent gagner un trophée continental. Et c'est qu'ils ne parviennent toujours pas à faire. Donc, pourquoi tout le temps ce changement? Donner la latitude au coach de construire une belle équipe et vous pouvez faire quelque chose. De construire une belle équipe et de faire quelque chose. Justement. À chaque année, du côté du Paris Saint-Germain, à l'heure du mercato, il y a beaucoup de départs, mais aussi beaucoup d'arrivées. Et ce fut le cas de cette année aussi. Il y a eu l'arrivée de Milan Skriniar, venu tout droit de l'Inter Milan. Il y a eu le cas de Kinley aussi, qui vient du côté de l'Espagne aussi, dans un club espagnol, et Marco Asensio qui vient du Real Madrid. Il y a eu aussi Sernour qui vient de Benfica aussi. Oui, alors, est-ce que avec tout cela, Paris quand même se donne des armes pour gagner cette Ligue des Champions? Je dirais pas c'est pas des armes, c'est pas un national vraiment bien solidifié qui peut. Mais on a vu le Paris Saint-Germain de ces dernières années avec les stars, ça ne marchait toujours pas. C'est jusqu'au niveau des huitièmes de finale. Après tout se gâte. Mais avec ces jeunes joueurs quand même, ils peuvent quand même miser sur je ne dénigre pas le talent de ces jeunes recrues. Quand vous prenez le cas de Asensio, nous savons de quoi il est capable, mais il faut ce qu'on appelle une équipe, c'est une construction. Il faut des hommes autour. Si vous n'avez pas des hommes qui peuvent vous faire jouer, vous ne pouvez pas faire vous parlez des hommes. Je n'ai pas fini. Avec si tu le permets, je n'ai pas fini. Il y a ici cette épopée de Messi, Mbappé et Neymar qui n'a absolument rien donné. Et vous croyez, vous pensez que c'est avec ces jeunes joueurs que ça peut donner quelque chose. L'équipe, c'est une construction. Comme je l'ai tantôt dit, le PSG a tous les moyens aujourd'hui de construire une belle équipe, mais elle ne se donne pas, le PSG ne se donne pas ici les moyens de construction. Ils ont le financement, mais ils ne se donnent pas ici le temps. Et c'est ça qui fait leur défaut. Mais là, vous avez rappelé les choses avec ces attaquants offensifs qui étaient là l'année dernière avec Lionel Messi, Neymar et Mbappé. Mais quand même, on a vu avec cette équipe de l'année dernière, avec quand même des défaillances au niveau du milieu, au niveau de la défense. Mais là, maintenant, justement, ils essaient quand même de rectifier le tir. Avec Milan Skriniar qui vient s'ajouter à Marquinhos, quand même, ça fait une défense très solide. Quand vous prenez aussi Kinley aussi et Asensio aussi, avec un autre aussi, Orega aussi, qui vient renforcer le milieu, avec Verratti quand même, ça donne quand même quelque chose. C'est vrai ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas aussi dénigrer l'effectif parisien de l'an dernier. Parce qu'ils avaient de très bons joueurs. Quand vous prenez du gardien de but, la ligne défensive, le milieu. Mais la défense quand même ça boite un peu parce que il a fallu quand même qu'on fasse redescendre Danilo au niveau de la défense et pourtant Danilo n'est pas un défenseur. C'est parce que juste il y avait cette blessure de Sergio Ramos. Bon, exactement, c'est de ça que je parlais. Oui. Donc ça boite un peu au niveau du milieu aussi. L'année dernière, au niveau du milieu, quand vous enlevez Verratti, qui met à la place de Verratti? Il y avait Renato Sanchez, il y avait Danilo. Renato Sanchez. Il y avait tous ces joueurs qui pouvaient faire l'affaire. Et quand vous prenez leur mercato de cette année, ils n'ont pas pris de défenseurs. Ils n'ont pris que des joueurs offensifs. Si, il y a des défenses. Selon la philosophie de l'entraîneur, qu'il veut l'offensive. Mais si vous offensez et que vous encaissez, à quoi sert? Il a bien précisé. Une équipe, ça se construit. C'est pas parce que vous voulez marquer seulement et vous oubliez de défendre. Non, il n'oublie pas de défendre. Lui-même, il a bien précisé qu'il faut beaucoup attaquer, mais aussi il faut bien défendre.
Ça, et n'oublie pas, parce que quand on prend son Barça de 2015, ils n'ont pas été champions d'Europe pour nous rien. Parce qu'ils avaient aussi, bien sûr, ils avaient des meilleurs attaquants, mais aussi avec une défense solide. Non, mais l'année 2015, ils avaient quand même une défense solide. Vous êtes d'accord avec une défense solide avec un milieu. Vous êtes d'accord avec moi que le Barça n'a jamais eu une défense solide jusqu'à nos jours? Non, le Barça, c'est le milieu et l'attaque. 2015, le Barça n'avait pas une défense solide. Je ne pense pas que le Barça avait une défense solide. C'est vrai qu'il y avait Mascherano qui se battait pas mal, mais vous savez, tous le jeu du Barça, c'est pas la défense que le Barça compte. Mais là, justement, avec le PSG, avec quand même, il y a beaucoup de grands joueurs dans cette défense. Espérons qu'ils peuvent changer la donne, et tout ce que moi je peux leur souhaiter, c'est le meilleur, mais il faut aussi, ce que je peux leur suggérer, donner le temps, la latitude au coach de construire une équipe. C'est pas tout le temps changer qui fera changer les choses. Il faut donner le temps aux gens de faire bien les choses. Il faut donner le temps aux entraîneurs de faire bien des choses. Oui. Mais là, nous sommes talonnés par le temps. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi prend fin notre émission sportive, la ligne médiane. On se retrouve très prochainement pour débattre d'autres sujets de l'actualité sur la Star 5 TV. Okay, let's go. Okay, let's go.